Bonjour à tous et merci de participer à ce webinaire effectivement sur un sujet qui est assez intriguant, je pense, pour pas mal de monde, qui est l'introduction en bourse. Voilà, et qui du coup est un sujet qui concerne aussi les jeunes entreprises. Et c'est ça effectivement qui peut sembler intriguant. Donc, on a l'habitude effectivement dans une jeune boîte d'aller chercher du financement non dilutif dans un premier temps, auprès notamment de la BPI, avec tous les mécanismes d'accompagnement qui sont prévus effectivement sur l'amorçage des sociétés. Ensuite, on complète souvent avec des levées de fonds via des business angels, voire du venture capital dans un deuxième temps. Mais c'est vrai que le réflexe d'aller chercher effectivement des mécanismes différents comme l'introduction en bourse est beaucoup moins fréquent. Et effectivement, moi, c'est quelque chose que je perçois sur le marché. Donc, nous, Polypousse, on accompagne des jeunes entreprises innovantes depuis 5 ans à accélérer, à structurer leur business. On a dans nos activités effectivement une dominante et un univers assez fort sur le financement de l'entreprise. C'est quand même le nerf de la guerre d'une entreprise, arriver à se financer pour se développer. Et effectivement, ces sujets d'introduction en bourse avec toutes les jeunes entreprises qu'on suit. Quand je parle de jeunes entreprises, on est entre 3 et 7 ans. Ce n'est pas des sujets qui reviennent souvent. Et je pense qu'il est intéressant effectivement aujourd'hui d'ouvrir le livre de ce qu'est l'introduction en bourse, de faire tomber pas mal de préjugés sur ce sujet-là et de voir si ça peut avoir du sens effectivement pour les business des uns et des autres. Et pour pouvoir répondre à ces questions-là, je vous propose effectivement de vous présenter donc deux interlocuteurs qui vont aujourd'hui animer ce webinaire. Donc, on a Alexis Janin, qui est directeur régional de la société Euronext. Euronext qui est une place boursière en zone euro. Donc, Alexis nous expliquera effectivement quelle est la genèse de son entreprise, ce qu'ils font dans cette entreprise et effectivement qui ils accompagnent. Et puis, le grand témoin du webinaire sera Rémi Baird, donc de la société Cumulus Vap. Donc, Rémi qui a tenté l'aventure en bourse, qui a vécu effectivement ce passage, qui s'est posé les questions que beaucoup se posent aujourd'hui, qui a passé le cap et qui pourra nous faire un retour d'expérience effectivement sur les bonnes pratiques et surtout les points de vigilance effectivement d'une introduction en bourse. Voilà. Donc, je passe à la parole du coup à Alexis de Société Euronext. Donc, Alexis, effectivement, la question est posée. Qui êtes-vous? Est-ce que vous pouvez nous présenter effectivement Euronext et qui vous êtes et ce que vous faites au sein d'Euronext? Bonjour Gaël, merci de ton invitation déjà. Alors, qui moi je suis, comme tu l'évoquais, je suis d'abord un accompagnateur de dirigeants comme Rémi, accompagnateur dans la réflexion que peut être celle d'une potentielle introduction en bourse. Et puis ensuite, j'essaye de les guider dans la préparation d'une opération comme celle-ci, si elle se trouve être pertinente pour eux. Ensuite, qui est Euronext? Ça, c'est aussi assez facile. On est la bourse française, mais aussi de 6 autres pays en Europe aujourd'hui, que vous pouvez voir sur la carte en vert. Donc, la bourse de Norvège, d'Irlande, de France, d'Italie, de Belgique, des Pays-Bas et de Lisbonne et du Portugal. Du coup, on a pour principale particularité d'être focalisé sur le financement de l'économie réelle, et en l'occurrence des entreprises, principalement par l'equity, mais aussi par la dette. D'accord. Et merci pour cette précision. Ça appelle d'autres questions, mais effectivement, on les posera au fur et à mesure. On les posera plus tard plutôt. D'ailleurs, pour tous les participants, si vous avez des questions, je vous invite effectivement à les poser sur le chat. On les récupère et derrière, on les posera à la fin de la session. Merci. Donc l'invité du jour, Rémi de Cumulus Vap. Donc Rémi, même question, qui es-tu? J'ai mis qui êtes-vous, mais c'est bien qui es-tu? Qui est Cumulus Vap et si tu veux nous présenter rapidement l'activité. Bien sûr, bonjour à tous. Cumulus Vap, qui est Cumulus Vap? Cumulus Vap est une entreprise spécialisée dans le retail et la distribution de produits du vapotage, plus communément appelés cigarettes électroniques. C'est un terme que j'affectionne pas particulièrement, mais c'est le mot courant. Entreprise fondée en 2012, un parcours assez atypique. On prendra le temps effectivement de rentrer dans le détail tout à l'heure. Et entreprise heureuse cotée sur les marchés financiers sur Euronext. Euronext Access dans un premier temps. On a soufflé notre 3e bougie il y a 30 jours de ça, c'était au 1er juin. Et depuis un an, jour pour jour, là aussi au 1er juin, nous sommes cotés sur le compartiment supérieur Euronext Growth. Cumulus Vap, c'est environ 60 collaborateurs. C'est un chiffre d'affaires de 34 millions sur l'exercice précédent.
Et c'est beaucoup d'ambition sur le moyen long terme et des ambitions dès l'année 2022, dont on pourra là aussi parler tout à l'heure. Ok, ben merci beaucoup Rémi. Pareil, hein, on rentrera dans le détail effectivement de ce qu'est Cumulus Vap et des bénéfices de l'introduction en bourse. Ben, je vous propose d'ouvrir le livre sur effectivement l'introduction en bourse. Alors l'introduction en bourse, Kesako, ce que je disais en préambule, effectivement, c'est un sujet qui peut faire peur, c'est un sujet qui peut sembler obscur. Ma propre expérience de l'introduction en bourse, et surtout en écoutant BFM le matin dans la voiture, et en écoutant le flux de toutes ces multinationales, grandes entreprises qui sont cotées sur des grands marchés, et pas forcément en faisant le lien effectivement avec l'amorçage et avec le fait de pouvoir développer des jeunes entreprises. Et je pense que c'est là qu'il y a effectivement quelque chose à démystifier. Donc, du coup, Alexis, l'idée, c'est qu'est-ce que c'est qu'une introduction en bourse, comment ça fonctionne en fait, quels sont les mécanismes et quels sont les codes de ce marché qui peut parfois paraître un peu opaque. Oui, Gaël, je vais répondre à cette question. D'abord, j'aimerais rebondir sur ce que tu viens d'évoquer, qui est assez symptomatique de l'image que renvoie la bourse. Effectivement, quand on ouvre les journaux le matin, on entend parler des 40 plus grandes entreprises de France, la plupart du temps, hein, ce qu'on appelle le CAC 40, ou parfois un peu plus loin, on va jusqu'au SBF 120. Mais la réalité, c'est que c'est 15 à 20% maximum des sociétés qui sont cotées sur nos marchés, et le reste des sociétés qui sont cotées sont finalement des PME et des ETI, j'allais dire du coin de la rue, et pas forcément des multinationales. En revanche, elles ont tout un point commun, que Rémi rappelait très bien il y a quelques instants, c'est l'ambition. Mais la réalité de la cotation en France et sur les 6 autres pays dont on s'occupe, c'est avant tout des PME et des ETI, et ce n'est pas des grands groupes. On espère que ça deviendra des grands groupes. Un petit rappel rapide de la dynamique des introductions en bourse, avec une année 2021 qui était record au niveau mondial, mais aussi c'était exactement la même chose en Europe et en France. Donc une capacité effectivement extrêmement importante des marchés à accompagner les entreprises. Et comme on le voit sur les chiffres clés, ça rappelle exactement ce que je viens de vous raconter. Finalement, il y a très peu de grandes entreprises versus le nombre de PME qui se sont introduites. Et à l'intérieur de cette cohorte de nouvelles entreprises, il y a énormément de sociétés dites technologiques. C'est une grosse partie du cœur des sociétés qu'on accueille. Et l'année dernière, on a eu la chance d'accueillir pas mal de nouvelles licornes françaises en bourse, ce qui était un changement de paradigme pour nous, en tout cas à Paris. Donc l'introduction en bourse pour toutes, ça revient un peu à ce qu'évoquait Rémi, et je vais essayer de décrypter ces éléments. En fait, il y a plusieurs marchés sur Euronext qui dépendent de la taille de société et du niveau de maturité sur lequel vous êtes. Donc on a construit ce qu'on appelle un chemin de financement. Il y a à la fois de la place pour des plus petites sociétés qui n'ont pas forcément besoin de lever de fonds, et on reviendra avec Rémi sans doute tout à l'heure sur qu'est-ce que ça peut apporter de ce côté, même si on ne vient pas lever des fonds en bourse, ça paraît un peu contre-intuitif. Et ça, c'est plutôt Euronext Access et Access Plus, c'est une sorte d'antichambre, de préparation, en tout cas des sociétés au grand bain. Et puis ensuite, quand on se sent plus capable, au niveau de la structuration interne, au niveau de la scalabilité du business, on peut se transférer sous forme de ce qu'on appelle une IPO, c'est-à-dire une offre et un appel public à l'épargne. Et dans ce cas-là, on intègre ce qui est aujourd'hui notre marché de référence, sur lequel se trouve, on va dire, 70 à 80% des PME et des ETI, qui s'appelle Euronext Growth, marché sur lequel se trouve Cumulus aujourd'hui, et qui est un marché qui est particulièrement adapté justement à ces sociétés, à la fois parce qu'il y a un niveau de financement possible qui est sans limite, et d'un autre côté, il y a un ensemble d'implications réglementaires qui restent assez légères, en dépit du côté boursier qui parfois peut inquiéter. Rapidement, la dynamique des fonds levés sur ces quelques dernières années, ce n'est pas forcément pour vous montrer les montants, parce que quand on dépasse certains montants comme ceux de 2021, ce n'est pas forcément, on parle de plus de 20 milliards en quelques années, ce n'est pas forcément palpable. Ce sur quoi je voudrais revenir plutôt, c'est l'histoire de l'iceberg. Je pense que la bourse, c'est une bonne image de parler de l'iceberg. Il y a la partie émergée, qui est les fonds levés lors de l'IPO. Et ça, c'est ce qu'on voit en bleu sur ce graphique. Et finalement, ça représente une assez faible partie des fonds qui sont levés, même si c'est ça qui fait la une des journaux, pour le coup, et sur lesquels les sociétés communiquent beaucoup, mais finalement, c'est le premier pas. Et ensuite, il y a tout ce qu'elles vont pouvoir lever une fois cotées,
parce qu'elles ont un accès continu au marché des capitaux. Et ça, c'est ce qu'on voit en vert foncé. Et on voit que finalement, par exemple en 2021, pour 2 € levés à l'IPO, il y en a eu 6 levés en opérations dites secondaires pour continuer à alimenter la croissance des sociétés, pour continuer à financer les projets, que ce soit de croissance organique ou de croissance externe qu'elles pourraient avoir. Quelques exemples pour être un peu plus concret et que ça vous parle des sociétés qui aujourd'hui s'introduisent sur Euronext. On parlait tout à l'heure de tech. Vous voyez que si on prend les quelques dernières introductions de ces derniers mois, il y a énormément de sociétés technologiques. Bon, j'en prendrai 2 parce qu'on ne va pas toutes les citer, il y en a beaucoup. Je pourrais vous citer déjà Mat Pharma, donc, qui est une société qui intervient dans le microbiote, c'est-à-dire l'ensemble des bactéries qui se situent dans votre intestin et qui est un centre pour l'immunité extrêmement important. Alors ça, c'est une société du domaine des biotech. Il y a beaucoup de sociétés de la santé comme ça qui sont accompagnées par les marchés aujourd'hui, beaucoup en phase de recherche et développement pour le développement de nouveaux médicaments ou pour la mise sur le marché de nouveaux dispositifs médicaux. Et puis, je vais vous prendre, par exemple, il y en a au moins 2 qui interviennent là dans le même secteur, donc je vais les regrouper. Life et Hafner Energy, qui sont 2 acteurs d'une nouvelle filière qui se développe à marche forcée aujourd'hui sur les marchés financiers, plus globalement dans l'industrie française. C'est l'hydrogène, et en l'occurrence l'hydrogène vert pour le coup. Donc voilà, ça c'est aussi une nouvelle cohorte de sociétés qu'on accueille aujourd'hui de manière massive. C'est tout ce qui concerne la clean tech. Et qui s'attelle à faire face aux enjeux de transition énergétique et écologique qu'on peut avoir. Donc voilà, toutes ces sociétés sont clairement des PME. Pour certaines, elles n'ont pas de chiffre d'affaires. Pour d'autres, elles ont des chiffres d'affaires aujourd'hui assez résiduels. Et leur but, c'est d'avoir accès à du capital pour se structurer, pour construire un outil industriel et pour avancer. Ok, ben merci Alexis pour toutes ces informations. Je pense que ça va amener pas mal de questions. Enfin, moi déjà, j'en ai déjà pas mal là. Donc, plus je vois le chat qui est en train de gonfler, donc ça, c'est intéressant. Donc, le témoin, effectivement, du jour, donc c'est Rémi de Cumulus Vap, fondateur de Cumulus Vap et président directeur général. Rémi, du coup, la question, c'est quelles ont été tes motivations pour une introduction en bourse? Quel était ton niveau de connaissance de ce mécanisme, je dirais, avant de t'y frotter? Et voilà, est-ce que tu peux nous expliquer la genèse effectivement de ce mécanisme pour ta société, pour le développement de ta société? Bien sûr. Alors, premièrement, mes connaissances avant la cotation, le premier rendez-vous que j'ai eu plaisir à faire avec Monsieur Alexis Janin ici présent, était proche du néant. Puisque j'étais moi-même, comme probablement bon nombre des participants du webinaire aujourd'hui, persuadé que la bourse était réservée à toute une typologie d'entreprises et à ces fameux grands groupes internationaux ou même des ETI d'un niveau beaucoup plus grand que le nôtre. Jamais nous avions pensé qu'une PME telle que la nôtre pouvait être cotée. Néanmoins, l'idée nous est venue puisque nous cherchions un accélérateur sur notre business plan, sur notre croissance. Nous étions vraiment en recherche de crédibilité, de notoriété. Cette introduction boursière était pour nous un facilitateur dans l'ensemble de nos échanges, qu'il s'agisse d'échanges avec des élus locaux pour tout un tas de raisons, avec nos partenaires bancaires, avec des partenaires financiers. Et le chemin qui a été le nôtre reprend finalement ce qu'Alexis a présenté avec son parcours. C'est ce qui nous a été suggéré et qui nous correspondait parfaitement, à savoir une première cotation donc sur Euronext Access, cotation dite technique, donc effectivement plus simple et plus rapide à mettre en place que Euronext Euros, n'est pas nécessairement adossé à une levée de fonds, puisque lorsque nous nous sommes cotés, si je dis pas de bêtises, nous sortions d'un bilan sur lequel nous avions fait 6 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc globalement une structure relativement petite. Pas forcément envie d'ouvrir le capital à ce moment-là, pour un tas de raisons. La première étant, on parlait d'ambition en introduction, donc effectivement nous avions des ambitions et l'aspect dilutif d'une levée n'était pas à l'ordre du jour. Nous avions aucun problème de financement à ce moment-là. Et donc le parcours s'est fait. Nous avons vraiment utilisé Euronext comme étant un tremplin pour notre croissance. Nous avons beaucoup appris sur nous-mêmes, nous avons beaucoup appris sur le marché. Et cette cotation a été pour nous, encore une fois, un accélérateur fantastique. Si je devais le refaire 10 fois, je referais 10 fois le même parcours parce que je pense qu'il était le bon et qu'on a été extrêmement bien conseillé.
Et je pense qu'on ne serait pas là où nous sommes aujourd'hui sans cette cotation, qui vraiment nous a apporté tout ce que nous recherchions, cette crédibilité, cette visibilité, cette notoriété. Je le dis souvent lorsqu'on a le plaisir avec Alexis d'échanger sur ces sujets-là, l'ensemble des regards portés sur notre entreprise change du jour au lendemain. Ça change tout puisque cette démystification de la bourse que nous sommes en train de faire, elle est réelle et aux yeux du grand public et même de personnes plutôt initiées, côté une entreprise est un gage de sérieux et de crédibilité de cette dernière. Elle démontre effectivement qu'elle a des ambitions. Ça démontre aussi nécessairement qu'elle est plutôt très bien structurée, puisqu'encore une fois, pour obtenir une cotation, il y a quand même tout un tas d'étapes sur lesquelles il faut passer. Et je pense qu'Alexis reviendra tout à l'heure un peu plus dans le détail, mais ça a vraiment été extrêmement bénéfique pour nous. Ok, du coup, merci Rémi pour ce premier niveau d'information. Question effectivement, Alexis, mais Rémi peut répondre aussi. C'est quoi les critères effectivement de réussite d'une introduction en bourse? Qu'est-ce qu'il faut préparer? Comment il faut s'armer avant? C'est quoi les bons ingrédients effectivement pour aller au bout? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a vous, c'est-à-dire l'entreprise, et puis il y a l'extérieur, c'est-à-dire en l'occurrence, entre autres le régulateur, que ce soit nous ou l'autorité des marchés financiers. Donc, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il y a un point commun, comme je l'évoquais il y a un instant, c'est l'ambition et la capacité à vraiment aller de l'avant pour le projet. Alors, ça dépend sur quel marché on se cote. Comme l'évoquait Rémi il y a un instant, Euronext Access, qui, si on revient sur les sous-jacents et l'intérêt de ce côté est plus une logique de transparence, de marquer son ambition au niveau des investisseurs et du grand public, où là, on ne va pas forcément lever des fonds. Donc, dans ce cas-là, le processus est plus rapide, demande moins de structure. L'idée est de prendre date avec les investisseurs, de commencer à communiquer, de commencer à structurer la manière dont on gère ses chiffres, dont on gère sa communication financière, dont on va gérer ses ambitions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ses annonces au marché et commencer à se faire connaître auprès des investisseurs. Et puis ensuite, il y a effectivement l'arrivée sur Euronext Growth, où là, les obligations réglementaires sont un peu plus fortes. En l'occurrence, il faut publier 2 fois par an ses comptes, par exemple, donc 1 fois par an de manière auditée. Là, effectivement, ça demande une structure, notamment comptable, juridique et financière de l'entreprise un peu plus élaborée, mais on reviendra avec Rémi sans doute sur ce qu'il a mis en place lui en interne. Vous verrez que c'est pas forcément démentiel en termes d'équipe. Mais surtout, je retiendrai, moi, le côté entreprise. Qu'est-ce qui fait qu'on veut aller de l'avant et qu'on se sent prêt, et notamment sur cette partie, puisque je pense que c'est ce qui intéresse beaucoup les dirigeants à lever des fonds, c'est quand même d'atteindre un niveau de maturité qui permet, puisqu'on en reparlera, et j'ai vu une ou deux questions intéressantes dans le chat, notamment sur l'idée des valorisations, d'avoir des ambitions qu'on peut atteindre et qu'on peut mesurer et qu'on peut répéter. J'en reviens à ce terme que j'utilisais, ce mauvais anglicisme en début de webinaire, c'est la scalabilité, atteindre ce point-là. En fait, atteindre le point où on est capable d'intégrer l'argent qui va nous être donné en contrepartie de nos actions, certes, mais par les investisseurs, pour accélérer sa croissance rapidement. Très bien. Et du coup, là, on parlait effectivement d'équipe et de ressources. Alors, de qui doit-on s'entourer effectivement pour avoir la meilleure team, la meilleure optimisation? Quelles sont les organisations, les services, les partenaires qu'on doit embarquer avec soi pour réussir son intro en bourse et pour derrière pouvoir exploiter correctement? Alors, bon, oui, tout à fait. 2 choses là-dedans. Déjà, il faut être prêt en interne, comme je le disais, parce que c'est quand même un processus qui est assez similaire à celui d'une levée de fonds privée en termes de timing et j'allais dire de bande passante. Donc, c'est des choses qu'il faut savoir mener en parallèle de son business, puisqu'on va promettre des choses pour les semestres et les années qui viennent. Et une levée de fonds via la bourse, c'est 6 à 9 mois à nouveau comme une levée de fonds privée. Donc, pendant ce temps, il ne faut pas lâcher la barre. Donc, c'est important quand même d'avoir une structure interne qui est suffisamment solide pour le faire. Et ensuite, effectivement, on est quand même accompagné de manière extrêmement dense et importante par un ensemble de conseils. Il y a plusieurs briques, je vais revenir sur les plus importantes. La première, c'est ce qu'on appelle une banque d'investissement. C'est des gens qui vont faire le lien entre vous et les parts sociales de l'entreprise que vous voulez céder et les investisseurs finaux.
Et ensuite, il y a la partie commissariat aux comptes et audit, effectivement, qui vont vous aider à structurer la manière dont vous allez écrire votre documentation, qui sera soumise aux investisseurs, et le cabinet d'avocats, parmi tant d'autres. Voilà, ça, c'est un ensemble de spécialistes qui ont l'habitude d'intervenir dans des introductions en bourse et qui, du coup, vont être parfaitement au fait du timing, des obligations réglementaires et vous prendre par la main, entre guillemets, dans ce processus, même s'ils ne vont pas faire le boulot à votre place. Mais je vais peut-être laisser Rémi compléter ma réponse sur ce côté-là. Ouais, je la complète avec plaisir. Effectivement, tu le dis très justement, ils vont pas nécessairement faire le boulot à notre place, comme tu l'as dit. Néanmoins, ils nous aident énormément, ils nous prennent par la main. En l'occurrence, c'est l'énorme travail réalisé par le listing sponsor et les avocats qui ont un rôle assez important là-dessus. Le commissaire aux comptes, finalement, a un travail de commissaire aux comptes, j'ai envie de dire, assez traditionnel, même si certaines obligations peuvent être différentes en fonction des marchés sur lesquels nous sommes cotés. On pense initialement, effectivement, on a peur d'être seul, on a peur de pas y arriver, mais il y a des procédures. Il y a des procédures, il y a des documents, il y a un dossier entier à monter qui se passe en plusieurs étapes. Ça part. Chaque entreprise est différente, chaque dirigeant est différent. Il n'y a pas deux histoires qui sont identiques, même certaines peuvent être similaires. Ça part d'un travail interne. Alors nous, il faut quand même savoir, et c'est important, je le reprécise, parce que beaucoup se disent oui, mais il faut être extrêmement structuré en amont, en interne. Alors oui, il faut l'être. Sachez quand même, messieurs, dames, que nous avons réalisé notre première cotation financière. Et d'ailleurs, il en est la même chose pour la cotation sur Next Gross, alors que nous n'avions en interne toujours pas de directeur et de directrice financière, que nous avons d'ailleurs depuis. Mais nous avons, nous, eu la capacité, avec notre directeur de la communication moi-même, de travailler à deux sur le dossier. Et les partenaires, parce qu'on parle vraiment de partenariat, à nos côtés, nous ont aidé à structurer tout le dossier, à pitcher quand il a fallu pitcher, à faire tous les éléments nécessaires. Et on arrive à se rendre compte que finalement, c'est compliqué, mais ça n'est pas tant que ça. Lorsque vous devez travailler sur la raison d'être, typiquement, c'est un exemple parmi tant d'autres, parce que les éléments financiers sont des éléments financiers et des business plans. Tout le monde a son business plan, tout le monde est capable de l'affiner, d'y retravailler, de le moduler. Mais lorsqu'on travaille sur la raison d'être, c'est des questions, on se les pose soi-même, et nous connaissons tous, chefs d'entreprise, la raison d'être de notre entreprise. Donc finalement, on ne fait que poser sur papier des éléments que nous avons à disposition. Si effectivement votre entreprise est mieux structurée, ça va aller plus vite. Si elle ne l'est pas, ça va vous aider à vous structurer aussi en conséquence. Ça a été notre cas. Encore une fois, je rétropédale. On revient 3 ans en arrière. Donc, on travaille sur le dossier pendant quelques mois. À ce moment-là, nous ne sommes pas cotés. Nous n'avons pas de commissaire aux comptes. Donc, ça a été effectivement un gros changement pour nous, mais ça nous a aidé à se structurer. Et j'aime beaucoup le terme que j'emploie souvent concernant Euronext Access, qui finalement est un jardin d'acclimatation pour Euronext Gross derrière. On apprend les bonnes habitudes. Alors, nous sommes peut-être un cas un petit peu différent de certains, dans le sens où nous avons aussi voulu nous imposer de nous-mêmes certaines obligations d'Euronext Gross alors que nous sommes sur Euronext Access, notamment en termes de communication financière. Donc, nous nous sommes immédiatement fait accompagner par une agence de communication financière. Donc là aussi, des gens extrêmement habitués à la publication de communiqués, qu'il s'agisse des communiqués informatifs sur développement d'entreprise, des éléments clés, et ou tout ce qui touche aux éléments financiers purs. Et finalement, les choses se sont déroulées plutôt très naturellement, et ces partenaires autour de nous aujourd'hui, autour de vous, peut-être demain, vous rendront la vie beaucoup plus simple et vous permettront de franchir les étapes une par une avec énormément de sérénité. D'accord, merci beaucoup Rémi. Du coup, on a parlé organisation. Au niveau du processus et quelles sont les étapes effectivement à respecter, les grandes phases en fait de la levée de fonds, enfin de l'introduction en bourse. Est-ce que du coup Alexis, Rémi, vous pouvez aussi compléter là-dessus? Oui, je vois qu'on a pas mal de questions dans le chat sur un sujet qui est peut-être le bon moment d'aborder. Et du coup, Rémi, c'est toi qui vas répondre, notamment sur les coûts. À la fois peut-être les coûts d'une cotation technique, celle que tu as fait au départ, qui peut être intéressante, et puis la partie aussi IPO, et ensuite, bien entendu, peut-être le coût d'entretien. Alors, comme tu le disais, c'est peut-être un peu compliqué de faire la différence, parce que c'est finalement sans doute des choses que tu te serais aussi imposé à la taille d'entreprise que tu as aujourd'hui, mais est-ce que tu peux nous parler de tout ça ? Oui, je peux en parler en prenant évidemment des pincettes, parce qu'il s'agit de contrats commerciaux et on n'est pas sur des grilles de tarifs fixes appliquées par les différents intervenants au prestataire. Donc, libre à chacun de choisir le bon partenaire et de faire sa négociation comme bon lui semble. Premièrement, tout le monde pense que ça coûte excessivement cher.
Donc, effectivement, cher, j'aime pas le terme, et je pense que c'est faux. Ce qui coûte aussi beaucoup, et pour le coup, qu'on soit coté ou pas, c'est généralement dans une levée de fonds. Une levée de fonds coûte beaucoup plus cher et selon ce qu'on lève en plus, ça coûte plus cher qu'une cotation. Donc, une cotation adossée à une levée de fonds, effectivement, on peut cumuler des coûts. Notre parcours fait que nous avons eu 2 introductions, puisqu'on parle bien de 2 nouvelles introductions et de 2 processus d'introduction. Le premier, donc, sur Euronext Access, je le disais, il y a 3 ans, et le deuxième sur Next Growth, il y a 1 an. Donc, pour parler d'accès, c'est sur la cotation dite technique, donc pour laquelle aucune levée de fonds n'avait été adossée. Pour le coup, sur un budget global, on va parler d'une fourchette approximative 100K. Ça va être à peu près le budget qui a été le nôtre sur Next Growth et sur Next Access. Ça a été sur la cotation, l'introduction, on va dire, dans une fourchette à peu près similaire, un peu plus parce qu'il y avait quand même quelques éléments qui pouvaient être pris, mais il y avait aussi un travail de structuration différente. Et après, il y a le coût de la levée de fonds qui se fait à côté, mais là, on parle d'éléments variables, hein, on parle toujours d'un pourcentage du montant levé, donc ça dépendra si vous levez 4-5 millions comme on l'a fait, ou si vous allez en lever 50, forcément. Un, le pourcentage ne sera pas nécessairement le même, et deux, le montant final ne le sera pas. Mais les coûts, on parle approximativement de ça, et à ça, on ajoute évidemment le coût interne avec le temps homme que ça va demander à la fois aux dirigeants, moi-même en l'occurrence, et aux équipes, parce que les équipes sont indispensables, et quelle que soit votre structuration, avec un directeur de la communication, un directeur financier, etc., il y a quand même pas mal de personnes à mettre dans la boucle. Mais cette fourchette, elle est digeste lorsqu'on envisage une introduction. Encore une fois, on en revient à ce mot qui nous parle et qui résonne normalement chez chaque entrepreneur. Il y a le mot ambition. Si on a de l'ambition, on doit être capable d'investir, puisque c'est pas une dépense, c'est pas un coût, c'est un investissement. C'est un investissement, et j'en reviens à la crédibilité que ça nous a apporté, une forme de publicité aussi un petit peu détournée, parce que vraiment on parle de nous, on est mis en lumière, on est mis en avant. On peut imaginer que ces budgets-là, pour tous ceux qui achètent de la publicité sur Internet, qui font de la publicité physique, peu importe les méthodes de publicité, nous, on a identifié ça vraiment comme étant un budget marketing. Et c'était digeste. Donc oui, ça coûte un petit peu. Et je pense qu'on est cette fourchette aux alentours des 100K, enfin sur une fourchette large, je ne sais pas, vraiment, on va dire entre 80 et 150 sur les différents dossiers. Je pense que c'est à peu près ce que tout le monde doit payer. Oui, alors effectivement, ça c'est le coût sur Euronext Access. Ensuite, pour la partie vraiment IPO levée de fonds, alors c'est un peu différent quand on est déjà coté, parce qu'effectivement, on a fait beaucoup de travail de fond déjà, et notamment d'écriture de la documentation. Je vais y revenir dans un instant. L'ensemble des coûts, notamment avec la partie avocat et commissaire aux comptes, a sans doute été déjà travaillé. Et puis la partie documentation classique aussi, on va considérer que c'est en fonction des sommes levées, entre 5 et 10% des montants levés. Finalement, c'est assez similaire à ce qu'on peut connaître sur des logiques de levée de fonds. Et pour revenir sur le processus, vous le voyez, alors, là aussi, en termes de timing, c'est très similaire à une levée de fonds. Ce qu'on peut dire de plus, c'est qu'en revanche, c'est extrêmement processé. C'est-à-dire que quand vous commencez, et Rémi me contredira si ce n'est pas le cas, vous connaissez à peu près au jour près le moment où vous allez avoir l'argent sur votre compte. Et sauf gros problème en général sur l'économie mondiale, mais qui dépendra en l'occurrence pas de vous, on sera bon sur cette fenêtre. Donc voilà, ça c'est déjà assez intéressant pour l'entrepreneur d'avoir un rétro-planning qui est vraiment très clair et qui se tient. Et j'allais dire, il y a 2 tracks, il y a deux parties parallèles différentes. La première, c'est ce qu'on appelle la documentation. Donc, c'est l'écriture d'un certain nombre de sujets qui touchent à l'intimité de l'entreprise, vos comptes, vos business models, vos ambitions, etc., et qui va que vous allez ensuite soumettre à l'autorité des marchés financiers, à Euronext. Et la seconde partie, qu'on appelle marketing sur ce schéma, qui est en l'occurrence la rencontre avec les investisseurs, petit à petit avec de plus en plus d'investisseurs, ce qui va vous permettre de mesurer l'appétit qu'ils ont pour votre histoire et pour la valorisation que vous leur proposez, et qui va amener, in fine, à placer vos titres auprès du marché. Ok, merci beaucoup à vous deux pour effectivement ces éléments. On va commencer à ouvrir effectivement on arrive sur la fin de la présentation, donc le livre des questions, avec quelques questions qu'on va poser effectivement à Rémi. Sur effectivement un peu la posture du dirigeant vis-à-vis d'une introduction en bourse, c'est-à-dire quelles sont des obligations, est-ce que c'est chronophage? Bon, on a déjà commencé à répondre, mais effectivement, c'est qu'est-ce que l'introduction en bourse a changé dans la posture du dirigeant, Rémi, vis-à-vis effectivement des équipes et des collaborateurs. Donc, on a bien compris un pas de DAF avant, un DAF après, et quelles règles de transparence et d'obligations légales auxquelles on est confronté effectivement.
Alors, sur les obligations, Alexis, si tu veux bien, je vais te laisser y répondre. Tu seras plus précis et plus juste que moi, et je me chargerai de compléter. Très bien. Les obligations, elles sont de tenir à jour finalement la documentation que vous avez présentée aux investisseurs lors de l'IPO, et en l'occurrence, principalement, ce sur quoi vous vous engagez, c'est de communiquer régulièrement sur vos éléments financiers, en l'occurrence, comme je le disais, à minima 2 fois par an, une fois où les choses ne vont pas être auditées et une fois où elles vont l'être. Voilà, et de rendre transparent votre actionnariat et un certain nombre d'éléments liés à votre entreprise. Ça peut être la rémunération du dirigeant notamment, etc., etc. Il y a un certain nombre de bonnes pratiques de place qui sont édictées et sur lesquelles vous devez répondre, puisque, j'allais dire, la contrepartie du fait que les investisseurs, finalement, n'ont pas d'horizon de temps défini de leur investissement. C'est-à-dire, contrairement à un fonds, ils ne vont pas vous dire au bout de 4 ans ou 5 ans, rendez-nous l'argent. C'est qu'ils peuvent acheter et vendre leurs titres au quotidien avec une information qui est à jour et parfaitement transparente de votre part. C'est-à-dire, c'est ça le sous-jacent des obligations qui sont les vôtres. Ensuite, elles sont précisées dans un certain nombre de documents qui vous permettent de pouvoir suivre ces choses-là. Merci Alexis. Sur la partie chronophage, il y a 2 temps, hein, encore une fois, il y a 2 temps. Il y a le temps de l'introduction et ensuite il y a le temps de la vie boursière. Le temps de l'introduction, Alexis le présentait sur la slide précédente. Effectivement, lorsque nous travaillons sur la documentation, ça demande un petit peu de temps. Ça se fait pas ni en 24 ni en 48 heures. Ça se fait sur de longues semaines, mais c'est pas un travail, c'est pas un temps plein sur de longues semaines. Enfin, de compléter cette documentation. Encore une fois, les partenaires d'opération, les avocats, le listing sponsor ont un rôle à jouer. Ils nous aident à la création de ces documents-là. Donc c'est un petit peu de temps, mais c'est digeste. Je suis incapable de quantifier le temps réel passé, mais c'était largement digeste et ça n'a en rien empêché l'ensemble des équipes internes mobilisées sur le dossier, moi-même, de continuer de travailler en parallèle sur le développement de notre entreprise. Donc, c'est une question d'organisation. Je pense que c'est un curseur que chaque dirigeant doit ajuster en fonction de sa volonté, de son implication. Et c'est justement là-dessus, sur les éléments récurrents, c'est vraiment une question d'implication. Comment est-ce qu'on veut utiliser, quel est l'objectif que sera le vote lorsque demain vous serez coté. Certains y vont pour les aspects purement financiers, pour avoir des accès à des flux financiers, à des fonds beaucoup plus facilement que sur des tours de table dits traditionnels. D'autres vont y aller pour des volontés effectivement de notoriété, de communication. D'autres vont y aller pour un mix. Donc ça dépendra. Ça nous demande aujourd'hui, ça demande un petit peu de temps de façon mensuelle, mais en ce qui me concerne, on parle en nombre d'heures, on parle pas en jours, on parle en nombre d'heures. Vraiment, ce que je fais aujourd'hui, je le fais avec beaucoup de plaisir et je vais considérer que ça fait partie du temps et de l'aspect chronophage que je mets à disposition d'Euronext parce que je trouve ça toujours plutôt très sympa de partager l'expérience et d'avoir à répondre à certaines questions. Et après, ce qui peut demander effectivement du temps aussi, mais qu'on soit coté ou qu'on ne le soit pas, ça va être le travail du réseau. Parce que lorsqu'on lève des capitaux, on va effectivement avoir accès à différents fonds d'investissement, on va prendre du temps pour parler avec eux, on va organiser différents physios, on va beaucoup échanger, alors dans la limite de ce qu'on peut leur dire, hein, évidemment, puisqu'il y a des problématiques d'initiés lorsqu'on est en bourse et on ne peut plus tout dire comme on pouvait le dire une fois qu'on ne l'était pas, puisque toute information qui peut avoir un impact sur le cours se doit d'être publique. Si elle n'est pas postée par le biais d'un communiqué, elle ne peut pas être donnée à une tierce personne, sans quoi ça fait de cette personne un initié. Il possède une information que le marché n'a pas, il peut influencer le cours de bourse en considération. Alexis, tu m'arrêtes si jamais je dis une bêtise, mais je pense que là-dessus je ne me trompe pas. Mais non, voilà, après travailler le réseau, mais comme on travaille un réseau, comme les participants à ce webinaire sont en train de travailler leur réseau, de prendre des informations, comme on peut le faire. Donc chronophage, ça l'est si on a envie que ça le soit, ça ne l'est pas si on n'a pas envie que ça le soit. Tout est question d'organisation et de curseur que le dirigeant et que les équipes internes décideront d'ajuster. Concernant les nouveaux profils de collaborateurs, donc effectivement, tu as cité Gaël, le recrutement de la DAF, donc ça a fait l'objet d'un communiqué de presse puisque c'était effectivement une information très importante, d'autant plus que nous avons recruté une superstar et j'en suis pas peu fier. Nous aurions pu continuer sans avoir de DAF. En fait, il n'y a pas d'obligation légale d'avoir une direction financière. Ensuite, c'est du bon sens pour l'entreprise. Les volumes aujourd'hui qui sont les nôtres, le chiffre d'affaires réalisé, le chiffre d'affaires prévu sur l'exercice 2022, puisque nous avons un objectif aujourd'hui annoncé au marché de 42 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est l'entreprise qui avait besoin de ce poste-là, plus que la bourse ne le nécessitait, puisque les codes et les règles d'Euronext demandent de la documentation, demandent de la publication. Si vous êtes capable de les produire sans direction financière, tant mieux.
tant mieux pour vous. On a été capable de le faire, mais au bout d'un certain moment, on n'était plus capable. Certains éléments nous dépassaient, et puis on avait besoin de structurer beaucoup plus les aspects financiers, puisque j'avais personnellement atteint mes limites. Et ça nous, pour nous, un relais de croissance. Donc ensuite, les nouveaux profils de collaborateurs, finalement, ils dépendent de votre faculté à profiter du tremplin que vous offre cette cotation boursière et nécessitera derrière de structurer votre entreprise comme vous le ferez si elle continue de croître sans être cotée. Donc finalement, c'est l'accélérateur qu'est la bourse nécessite d'aller un petit peu plus vite sur les recrutements financiers. Et concernant la transparence, juste sur le dernier point, donc comme le dit ici, tout élément qui peut avoir un impact sur le cours, tout élément important doit être communiqué au marché. C'est le cas. On a fait un communiqué sur le recrutement de notre DAF. On a communiqué récemment sur l'extension de nos locaux, puisque nous avons désormais une superficie totale de 4300 mètres carrés. Nous avons plus de 1700 mètres carrés supplémentaires. C'est une information extrêmement importante dont l'ensemble des actionnaires et le marché, parce que l'actionnaire ou pas, l'ensemble du marché doit avoir accès. Ok, merci beaucoup Rémi. Une question quand même intéressante là qui vient un peu clôturer tout ça, c'est effectivement on entend parler d'accélération forte, on entend parler de tremplin. On est dans un domaine plutôt financier. Maintenant, c'est concrètement l'impact sur le business en fait. Comment il se traduit? Comment toi tu l'as vécu? C'est quoi le business un peu 2.0 qu'on réinvente ou qu'on accélère dans sa boîte et qu'on n'aurait pas pu faire effectivement si on n'était pas allé vers une introduction en bourse? Comment tu peux nous éclairer là-dessus sur l'évolution de ton business, au moins à toi, quoi. Ouais, bah alors là, c'est encore une fois, c'est extrêmement personnel et ça dépendra de chacun. Mais là, c'est du commerce. Là, on est dans du commerce pur. Vous obtenez, vous êtes coté. Donc, moi, j'aime bien employer le terme de label. Il n'y a pas nécessairement un label. Il y a peut-être un label, je sais même plus, mais peu importe. Vous avez pour le coup un discours commercial qui peut être revu, qui doit être orienté dessus. Il faut en jouer. Il faut le mettre en avant parce que c'est un gage de crédibilité. Et nous, ça nous a ouvert énormément de portes. Encore une fois, on est sur une activité qui a pu être décriée pendant quelques années, qui aujourd'hui est beaucoup plus établie. Mais je peux vous garantir que ça a changé énormément de choses, tant auprès de nos banques, mais d'un point de vue business pur. J'importe énormément de marchandises depuis la Chine, notamment Shenzhen, sur des produits électroniques. Le fait d'être une entreprise cotée, évidemment, on l'a fait savoir extrêmement vite à tous nos fournisseurs et à bon nombre de nos clients. D'ailleurs, dont certains sont devenus actionnaires, c'est leur choix, c'est leur souhait, c'est le marché ouvert et on en est extrêmement fiers et heureux. Ça permet des relations encore meilleures, mais c'est du commerce pur. Si vous cotez et que vous n'avez pas de l'image que vous confère votre cotation auprès de vos partenaires financiers, auprès de vos fournisseurs et de vos clients, vous vous privez d'un élément d'accélération incroyable. Donc oui, ça a changé beaucoup de choses là-dessus aussi, et elle nous a grandement aidé, notamment auprès de nos fournisseurs français, européens et chinois pour la partie matérielle. La crédibilité qui était la nôtre, et ça démontrait si nous avions pu tenir un discours ambitieux, finalement, ça venait l'attester. Ce tampon Euronext atteste que notre projet est ambitieux, atteste que nous avons envie d'avancer, et donc on se doit d'être rassurant là-dessus. Donc nous, vraiment, on a axé le discours commercial, on en a vraiment beaucoup joué, on l'a axé autour de cette cotation pour crédibiliser le discours qui était déjà le nôtre. En fait, le discours n'a pas changé, c'est juste qu'on est venu à poser un tampon dessus, en montrant, regardez, voilà le pied, on est coté sur les marchés financiers. Si vous aviez le moindre doute sur les ambitions qui sont les miennes et sont celles de l'entreprise que je représente, vous pouvez vous les ôter de la tête immédiatement parce que nous sommes ambitieux et nous allons avancer. Donc, ça nous a énormément aidé à ce niveau-là. Ok, d'où cette notion d'accélération et de tremplin, effectivement, qui est assez intéressante et qui permet d'accéder à des ambitions supérieures. Merci beaucoup. Du coup, Alexis, est-ce que tu peux nous parler effectivement de ce programme TechShare, nous donner un peu de visibilité sur le mode de fonctionnement? Oui, alors, en fait, c'est une de nos quelques initiatives qui a pour but tout simplement de former les dirigeants. Là, en l'occurrence, c'est un programme qu'on a créé il y a maintenant un peu plus de 6 ans, qui a accompagné un peu plus de 300 sociétés aujourd'hui sur tous les pays d'Europe. Et l'idée, finalement, c'est de donner du temps long et de la perspective aux dirigeants sur pourquoi je m'introduirai en bourse, les mécanismes principaux, leur permettre de rencontrer surtout, comme on le fait aujourd'hui avec Rémi, 5, 10, 15 dirigeants de sociétés technologiques qui ont déjà franchi le pas pour pouvoir échanger avec eux et puis se faire un carnet d'adresses assez fantastique de conseils potentiels qui pourraient les accompagner sur les marchés. Donc voilà, c'est un programme assez puissant. Il y a en général 30 à 40 sociétés françaises qui sont sélectionnées chaque année, puisque c'est sur dossier. Et c'est
C'est un programme qui dure de 6 à 9 mois, qui est intégralement gratuit. Voilà, c'est quelques journées de formation, rassurez-vous, c'est juste étalé, c'est pas hyper chronophage. Et que vous dire d'autre, c'est une promotion, une sélection qui se fait chaque année à l'automne pour un début un kick-off en janvier ou février de l'année d'après. Voilà. Et quand est-ce qu'envisager de postuler à ce programme? C'est quand on imagine pouvoir réaliser son introduction en bourse avec levée de fonds sous 24 à 36 mois. Donc, à nouveau, c'est pour se donner de la perspective et pour, je crois, puisque c'est l'intérêt de tout dirigeant de start-up et de scale-up, avoir toujours un coup d'avance ou 3 coups d'avance sur ce qui va se passer demain et être prêt finalement à actionner ensuite cette piste si on la juge opportune pour son entreprise. Ok. Eh bien, merci à vous deux effectivement pour toutes ces précisions. On a pas mal de questions qui arrivent là, donc on va se laisser un temps effectivement pour les questions. Donc Alexis, comme tu disais tout à l'heure, on a pas mal de questions qui tournent autour de la valorisation, voire de la survalorisation. On a une première question là qui est arrivée au démarrage sur effectivement la survalorisation des entreprises et notamment des entreprises qui s'introduisent en bourse et qui font pitch derrière. C'est quoi quelle est ta vision là-dessus, sur cette notion de valorisation et aussi peut-être faire le lien avec la valorisation qui est faite sur du private equity. Est-ce qu'il y a un lien? Est-ce qu'il n'y a pas de lien? Est-ce que c'est différent? Comment tu peux nous éclairer là-dessus? Bien entendu, question hyper intéressante, qui va rejoindre des éléments que j'ai déjà donnés, mais ça permettra de la mettre en perspective. Bon, déjà, on est dans un continuum de la chaîne de financement. La bourse n'est pas hors sol, de même que le private equity n'est pas hors sol, et il y a une porosité qui est extrêmement importante entre ces deux mondes. Pourquoi? Déjà, 80% des projets que nous, on introduit en bourse ont des fonds d'investissement qui sont à leur capital, et c'est une forme d'exit pour ces gens-là de ce côté sur les marchés. Et puis, il est assez évident qu'un investisseur ne va pas payer 100 en private equity quelque chose qui vaudrait 20 en bourse et vice-versa. Et on le voit aujourd'hui avec une situation de la macroéconomie mondiale qui devient compliquée et une chute des indices boursiers et des deals et des IPO qui sont plus complexes. Il se passe quoi en ce moment sur le private equity? Exactement la même chose. Donc, il y a là-dessus, j'allais dire, dans les bons et les mauvais moments, finalement, les courbes sont assez parallèles. Et bon, c'est assez logique, j'enfonce des portes ouvertes en disant ça. Ensuite, pourquoi une société va s'introduire à un cours X et va baisser potentiellement rapidement demain et faire pchit, pour reprendre ton expression? En fait, on en revient plus à ce que j'évoquais en début d'entretien, c'est-à-dire est-ce que quand je vais en bourse et que je donne au marché ce qu'on appelle mes guidance, donc mes perspectives à court et ou à moyen terme, ça on pourrait y revenir, mais c'est vous qui choisissez un peu ce que vous donnez au marché comme perspective de croissance. Le marché va se baser là-dessus pour faire ses valorisations. C'est-à-dire que les investisseurs boursiers ont tendance à acheter le futur, encore beaucoup plus peut-être que le private equity. Mais ensuite, ce futur, il faut que ça devienne une réalité. Parce qu'en revanche, si on déçoit sur ce chemin de croissance qu'on a fixé au marché, là, effectivement, la sanction peut forcément être importante en termes de valorisation. Et en l'occurrence, quand je suis une jeune entreprise, une start-up pas forcément encore très à l'aise sur ses fondamentaux, ou que j'ai passé beaucoup de temps à faire mon IPO, mais que ma structure interne n'était pas suffisante pour continuer le business, et qu'ensuite je ne délivre pas ces promesses, effectivement, en tout cas à court terme, ça peut être pénalisant sur mon cours de bourse. Ça ne veut pas dire que dans un deuxième temps, je ne vais pas reprendre le fil de mon histoire, je ne vais pas réaccélérer comme je le souhaite, mais en tout cas, et je vais dire c'est ça pour moi le cœur de la baisse des valorisations. Je parle en tout cas toutes choses égales par ailleurs. Je ne parle pas d'une crise économique ou de problèmes divers ou variés, c'est-à-dire intrinsèquement à son entreprise et à ses performances, c'est qu'est-ce que je délivre ou que je ne délivre pas. C'est là-dessus que les investisseurs vont juger et vont du coup racheter des titres parce qu'ils trouvent que ce que vous racontez, vous le faites et vous le faites bien, voire peut-être, on reviendra sur ce qu'a fait Rémi, vous le faites encore mieux que ce que vous avez annoncé. Là, bizarrement, les investisseurs vont bien aimer le sujet et vont avoir tendance à racheter des titres, donc de manière assez mécanique, à faire croître la valorisation de l'entreprise, ou à contrario,
vous n'atteignez pas ces ambitions-là, et du coup, par mécanisme assez naturel, ils vont revoir les valorisations à la baisse, vendre leurs titres, et du coup mettre sous pression la valorisation de votre entreprise. Ok, intéressant. Bon, il y a pas mal de questions effectivement autour du coût d'une introduction en bourse. On est déjà venu dessus, on en a déjà parlé. Il y a une question aussi sur, tu t'en as parlé tout à l'heure Alexis, tu parlais d'entreprises qui ne faisaient pas de chiffre d'affaires, qui pouvaient prétendre à l'introduction en bourse. Donc, c'est quoi les métriques? Est-ce qu'il y en a beaucoup? Est-ce que c'est plutôt réservé à des boîtes qui sont sur du marché de la deep tech? C'est quoi là-dessus Alors, bon, deux sujets là-dessus, mais effectivement, le premier, on a un certain nombre de secteurs dans lesquels il n'y a pas de chiffre d'affaires ou peu de chiffre d'affaires. Le principal, c'est quand même des gens qui sont autour de la recherche fondamentale, effectivement, de la deep tech. ouais. On citait notamment la santé, qui est quand même le principal pourvoyeur de projets sans chiffre d'affaires. Voilà, parfois, effectivement, il y a des gens qui ont un produit sur étagère, mais qui ont encore le market access à faire. On peut aussi citer la microélectronique, dans laquelle on est parfois là-dedans, mais effectivement, c'est vraiment des sujets deep tech. Qui là pour le coup, c'est aussi le cas dans la clean tech. On pourrait citer Afiren, qui est de la chimie verte, qui est venue il y a un peu moins d'un an et qui avait peu ou prou pas de chiffre d'affaires encore ou très peu de chiffre d'affaires. Et là, souvent, c'est soit du financement parce que la R&D est très très longue, donc à nouveau l'histoire de la santé, soit on vient financer un outil industriel pour le passage à l'échelle. Donc, la deep tech industrielle, en général, on a un démonstrateur qu'on a souvent financé et puis ensuite une première usine possiblement et on vient accélérer ou on vient compléter le financement de ces éléments par les marchés. Mais il faut vraiment qu'on soit, pour la plupart de ces métiers, comme je le disais tout à l'heure, en phase de basculement. C'est-à-dire qu'il faut que l'horizon de break-even ou de première injection de chiffre d'affaires massive arrive assez vite. Sinon, pour la plupart des business plus traditionnels, entre guillemets, comme celui de Rémi notamment, là, c'est vraiment la logique de chiffre d'affaires, de croissance et même de rentabilité qui est plutôt attendue par les marchés. Mais en tout cas, il y a différents types, en fonction de son métier et de ses contraintes capitalistiques, il y a différents types de momentum qui peuvent être acceptés et acceptables pour les investisseurs pour accueillir un projet en bourse. Ok. Alors, une question qui n'a pas été posée dans le chat, mais qui me vient en tête, et voilà, c'est un sujet qui est souvent évoqué effectivement par les dirigeants d'entreprise et surtout concernant effectivement les levées de fonds, c'est la notion de dilution. La notion de dilution avec la perte de pouvoir qui va derrière dans son entreprise. Quel est le rapport à la dilution ou quel est dans un mécanisme d'introduction en bourse? Est-ce que c'est un sujet ou pas d'ailleurs? Et est-ce que ce n'est pas un des avantages d'ailleurs qui permet aux dirigeants de garder vraiment le pouvoir dans sa boîte, quoi? Alors, il y a deux choses. Il y a la dilution d'un côté et le pouvoir d'un autre, qui, là, pour le coup, mais d'ailleurs, c'est la même chose en private equity, ne sont pas forcément liés. Parce que votre dilution, c'est le pourcentage de capital que vous détenez in fine, mais qui ne sont pas forcément toujours égaux au droit de vote et en tout cas aux contraintes qui peuvent vous être imposées. Ça, c'est le premier sujet. Donc, en l'occurrence, en bourse, la moyenne et l'habitude, lors de l'IPO notamment, c'est de céder entre 20 et 40% de son capital aux investisseurs, mais parfois ça peut être moins. Dans des cas exceptionnels, ça peut être plus. Et voilà, c'est l'usage. Donc, ça veut dire que vous pouvez ou non en tant que dirigeant, parce que quand j'ai dit ça, je n'ai pas dit grand-chose, parce que ça dépend du capital que vous aviez vous-même lors du moment où vous réalisez cette opération. Il y a beaucoup de dirigeants qui sont déjà plus majoritaires lors de l'IPO. Ce que ça leur permet, et la grande différence par rapport au monde du capital privé, c'est qu'effectivement, il n'y a plus de pacte d'actionnaires, ou en tout cas, le pacte d'actionnaires qui était valable pré-IPO ne peut plus l'être, puisqu'un certain nombre de clauses ne mettraient pas sur un pied d'égalité tous les investisseurs. Et du coup, effectivement, c'est ce qui nous est en tout cas retourné par beaucoup de chefs d'entreprise qui font ce mouvement du passage du capital privé au capital public, c'est qu'ils retrouvent une liberté stratégique, une liberté d'agir qui n'a plus rien à voir et qui, en l'occurrence, dans leur board, demain, quand ils sont cotés, ils n'ont plus autour de la table aucun investisseur au capital, en tout cas, à part s'ils le décident.
Ça change pas mal la donne sur la manière de voir la manière dont on développe son entreprise et dont on peut être challengé et la logique d'alignement d'intérêt. Je rajoute juste un élément là-dessus sur l'aspect dilutif, des contraintes. On parle de contraintes ou les obligations, peu importe le mot qu'on choisit, entre Euronext Access et Euronext Growth ne sont pas les mêmes. Dans notre choix initial qui nous correspondait parfaitement d'être coté au préalable sur Euronext Access, comme la part du flottant, il n'y a aucune obligation d'avoir une quote-part de flottant. Alors, on ne va pas parler en pourcentage, mais on parle en montant. Alexis, si je ne dis pas de bêtises, donc c'est 2,5 millions d'euros du capital doit être ouvert, donc considéré comme étant le flottant lorsqu'on se situe sur Euronext Growth. Donc, on a pu le faire en plusieurs étapes pour revenir sur notre parcours, parce que je suis là pour partager aussi un petit peu notre expérience. Lorsqu'on s'est coté donc sur Euronext Access, sans même parler de la valeur entreprise, mais on va parler sur le cours. Le cours de la première cotation était 2,30 €. Était 2,30 €. 2 ans après, sur la deuxième levée, le cours a été fait à 9,50 €. On a eu un pic de cours de l'action qui était monté à 13 ou 14 €, donc ça fluctue beaucoup. Ça, c'est des questions que beaucoup se posent aussi. Comment est-ce qu'on arrive à vivre avec un cours qu'on ne maîtrise pas et donc avec une valeur de l'entreprise qui peut différer du lundi au mardi, du mardi au mercredi, du mercredi au jeudi et j'en passe. Mais effectivement, c'est la dilution, c'est vous qui la choisissez. C'est toujours pareil. Lorsque vous levez les fonds, vous choisissez l'aspect du titre que vous souhaitez. Nous aujourd'hui sur le capital de Cumulus-Vap, on a approximativement, on n'est pas loin de 50% du capital qui désormais est ouvert au marché, au public. Donc, c'est la structuration qui est la nôtre. Et effectivement, concernant les pouvoirs, c'est qui, pour moi, est complètement à dissocier de la notion de dilution. Et aujourd'hui, je pense être un bon exemple là-dessus. Je suis l'heureux président de mon conseil d'administration. Je suis aussi directeur général. Il n'y a absolument aucun problème sur rien. Alors, il n'y a pas de raison que ça change. Tous les indicateurs sont ouverts et à vous, chef d'entreprise, de faire en sorte qu'il le reste. Puisqu'on parlait de communication tout à l'heure, l'une de nos forces sur les dernières années et que l'ensemble des objectifs qui ont été annoncés ont été atteints et même dépassés systématiquement. Donc, il faut à la fois être ambitieux, mais il faut aussi se donner les moyens de ces ambitions. Et les différents actionnaires, je pense notamment au fonds, mais pareil, on peut être coté, non coté, c'est une question de relation, ont beaucoup de bienveillance à notre égard. Il y a beaucoup d'échanges réguliers qui sont faits, beaucoup de questions, mais des questions extrêmement pertinentes qui nous obligent à nous remettre en question. Mais sur les parties pouvoir, il n'y a vraiment rien à changer pour nous. Je reste décisionnaire de l'entreprise comme je l'ai souhaité, avec le conseil d'administration qui a été mis en place. Puisque oui, aussi lors de la cotation, il y a eu un changement de forme juridique de notre entreprise, puisque nous sommes passés du statut de SARL sur un statut de SA à conseil d'administration coté. Mais sur les pouvoirs, non, ça ne change absolument rien. Ok, Rémi, merci beaucoup pour ces informations. En guise de conclusion, une dernière question. Du coup, Rémi, un très beau parcours. Félicitations pour ce parcours aux côtés d'Euronext et puis félicitations à vous deux parce qu'on sent qu'il y a une connivence, en tout cas, entre les deux personnages et je pense que ça contribue aussi à la réussite de Cumulus-Vap. Et maintenant, Rémi, si tu te projettes, là, c'est quoi le coup d'après maintenant pour Cumulus-Vap ? Alors, je pense pour le coup qu'on est à notre place sur Next Growth. Il y a vraiment matière à continuer de grandir sur Next Growth. Le coup d'après, c'est déjà d'atteindre l'objectif qui a été annoncé, puisque les ambitions ne doivent pas nous déconnecter de la réalité. On a annoncé au marché 40 millions d'euros de chiffre d'affaires en début d'année, c'est l'objectif. On l'a révisé à 42 suite à un très bon premier trimestre. La priorité sera déjà de franchir cette nouvelle étape, puisqu'on parle de quasiment 10 millions d'euros de chiffre d'affaires en plus sur un exercice, qui n'est pas rien, qui ne se fait pas tout seul. Et ensuite, les prochaines étapes seront de continuer de croître et de grandir. Pourquoi pas des sujets de croissance externe qui nous tiendraient à cœur. Pourquoi pas faire appel au marché si on a besoin de financer des opérations. Continuer d'écrire l'histoire, continuer de grandir régulièrement et de respecter l'ensemble des étapes et des intervenants. Il n'y a pas de raison que les choses ne se passent pas bien si nous continuons d'être aussi mobilisés. Je rajoute juste un dernier point qui est un élément qui me tient particulièrement à cœur et qui est assez intéressant à partager. Donc, on a la possibilité, lorsqu'on est coté, ça a été mon choix, un de mes choix premiers. C'est vrai que c'est un élément qui a aussi joué dans la balance. Donc, nous avons mis en place en interne ce qui s'appelle un programme d'AGA, donc attribution gratuite d'actions. Et aujourd'hui, j'ai un immense plaisir à voir l'ensemble de mes collaborateurs, donc une 60aine de personnes, bénéficiaires de ce programme d'AGA que je renouvelle de façon annuelle puisque c'est mon choix. Donc, c'est effectivement écrit dans les statuts de l'entreprise, mais j'ai un certain nombre de pouvoirs qui me sont conférés sur ce sujet-là. Et je viens de faire le programme d'AGA de l'année 2022 il y a une semaine ou il y a 2 semaines. Donc, je prends énormément de plaisir chaque année à mettre à disposition des équipes un certain nombre d'actions et de faire d'eux des actionnaires
et on en rigole et on en sourit et je leur parle des fois en tant qu'associé et je trouve ça vraiment sain et vraiment bien parce que pour faire adhérer à un projet collectif, alors il y a effectivement d'autres méthodes de participation des collaborateurs, des salariés, mais pour des gens qui, là aussi en interne, des équipes qui pensent que la bourse est un élément inaccessible, de se dire que du jour au lendemain, ils ont ouvert du jour au lendemain, j'abuse un petit peu, c'est un petit peu plus long, mais ils ont quoi qu'il en soit ouvert un compte titre et ils sont eux-mêmes actionnaires de leur propre entreprise, ils sont acteurs, ils l'étaient déjà, mais ils sont d'autant plus acteurs de leur quotidien et je trouve que c'est plutôt beau. C'est plutôt beau, c'est très bien perçu. Alors, on communique beaucoup en interne dessus, puisque c'est un sujet qui reste quand même malgré tout plutôt complexe. Mais c'est en tout cas un bel élément et j'encourage vraiment les dirigeants d'entreprise cotées à mettre en place des programmes d'action gratuite pour leurs équipes parce que c'est extrêmement bénéfique pour la motivation et pour l'état d'esprit général. Ok. Bon, bah super, merci beaucoup Rémi. En tout cas, une très belle aventure, un Cumulus Vap avec une hyper accélération et vraiment bien maîtrisée. Donc, félicitations. Alexis, je te laisse le mot de la fin du coup. Qu'est-ce que tu veux nous dire? Pour rebondir sur ce qu'a dit Rémi, pour moi, la bourse, c'est avant tout la meilleure boîte à outils du monde pour les entrepreneurs. Après, si l'entrepreneur n'est pas bon, la boîte à outils ne va servir à rien du tout. Par contre, si l'entrepreneur est de qualité, et on l'entendait avec Rémi, en fait, ça offre pas de limite à la créativité de ce que ça peut engendrer comme bénéfice dans l'accélération, on le disait, le recrutement des talents, la crédibilité que ça offre, l'accès continu au capital. Il y avait une question tout à l'heure, notamment sur l'histoire de la monnaie papier. Effectivement, demain, Rémi, il a plusieurs choix s'il veut mener une croissance externe. Il peut faire un échange de titres avec sa cible ou il peut la payer en cash. Voilà, pour moi, c'est avant tout ça, la bourse. C'est cet outil génial qui permet de faire à peu près tout ce que vous avez en tête. Et si vous ne manquez pas d'ambition pour votre entreprise, il faut se poser la question de si c'est pertinent pour votre projet. Et pour revenir à nouveau sur une question qu'il y avait dans le chat tout à l'heure sur les histoires de valorisation, private equity, bourse, si vous ne savez pas lequel des deux va payer le mieux ou lequel des deux est le meilleur choix stratégique, faites comme il faudrait faire aujourd'hui de manière systématique, étudiez les deux pistes en parallèle et vous verrez celle qui vous convient le mieux à votre projet et à votre stade de maturité. Ok. Écoutez, merci à vous deux. Merci Alexis, effectivement, pour cette parole d'expert, je pense qu'elle est très intéressante et nous avoir partagé ce temps. Merci Rémi, effectivement, pour cette vision très opérationnelle et stratégique de comment on déploie tout ça et aussi pour le temps consacré parce qu'on imagine que l'actualité est assez dense. Merci à vous deux. Et puis, pour toutes les personnes qui ont assisté au webinaire, si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, des rebonds, des idées, vous pouvez passer par nous, toutes les équipes Polypousse. Voilà, on pourra répondre à vos questions. Si on n'est pas en mesure de répondre, allez trouver les réponses vers les bons interlocuteurs et vous aiguiller. En tout cas, on est là pour ça et c'est dans cet esprit-là qu'on a fait ce webinaire. Merci à tous. À bientôt. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.